Avec Yoro et sa rage de l'irrévérence, tout finalement devient possible. Je disais donc que j'ai le redoutable honneur et le privilège de parler devant mes maîtres, Tata Aïssata Tall Sall, Madame la Ministre, pour qui j'ai une grande estime et une très profonde affection, et je ne manque jamais de les lui montrer. Parler aussi devant mon maître Alioune Badara Diop. Je suis en école buissonnière, professeur, pris par des engagements que vous connaissez et qui ne laissent quasiment aucun répit avec certains camarades et amis qui sont présents dans la salle. Et je parle aussi devant Yoro Dia et devant mon petit frère, mon ami, Papa Alioune Sarr. Mais on pardonne tout à Yoro Dia parce qu'on prête à l'écrivain américain, auteur de Exit de Ghost, La Tâche, Portnoy, Philippe Rove, cette pensée. On lui prête donc cette pensée qui disait qu'il y a deux types d'individus dans une société, dans la République des lettres. Il y a le lecteur qui lit tous les jours et il y a le liseur qui lit 3 heures par jour et qui, durant ces 3 heures-là, ne fait rien d'autre que lire. Et Yoro Dia a dépassé le stade de lecteur. Il a atteint cette grade effectivement de liseur et c'est pour cette raison que je le confirme, cher Tata, il a tout le temps un livre entre les mains et c'est très impressionnant. Et je dois trahir une confidence que j'avais faite à notre ami commun Ousmane Ndiaye. Quand j'ai appris que Yoro finissait sa thèse, j'ai cru à une mauvaise blague. Ousmane est un garçon journaliste truculent et je pensais que c'était une blague parce que je ne m'imaginais pas qu'un homme du secteur privé très occupé, aux multiples déplacements, puisse en même temps écrire une thèse. Et je ne poursuis pas ce chemin, cher professeur Alioune Badara Diop, on se comprend. Et donc quand j'ai lu le livre de Yoro d'abord pour en signer la préface, et quand je l'ai relu, à chaque fois j'apprends, je découvre plusieurs choses, et je salue ce choix judicieux, et j'apprends qu'il a été commandé par mon grand frère Abdoulaye Diallo, de condenser ses réflexions, ses pensées et ses échanges autour d'un ouvrage de très très grande qualité. Et en relisant l'ouvrage la semaine dernière pour les besoins de cette cérémonie, je me rends compte que je découvre et que j'apprends encore de nouvelles choses que j'ai essayé d'inscrire dans un fil conducteur, dans un fil ténu, et autour, disons, de 3 grandes thématiques que je vais développer rapidement, vu que nous avons eu du retard au démarrage. D'abord, ce que j'ai découvert encore dans le livre de Yoro, c'est le mouvement. Et il est presque drôle, cher Papa Alioune, Tata, etc., que finalement cette cérémonie s'inscrive sous le sceau de Sisyphe et de son fameux rocher. Parce que la première pensée qui m'est revenue à l'esprit, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Le mouvement, donc presque sisyphien. Et j'ai l'habitude de dire que l'histoire n'est jamais finie. Elle est toujours à faire, elle est toujours à refaire. Et dès l'instant que nous atteignons finalement peut-être un objectif, un autre ou bien d'autres se dressent sur notre chemin. Et un penseur que nous admirons, que nous sacralisons, qui est quelque part un peu notre maître à penser à Mme Aïssata Tall Sall et moi, c'est Jean Jaurès, qui disait que c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source et que si la démocratie reste dans un mouvement permanent, donc la démocratie, la République, la nation, toutes ces valeurs que nous sacralisons restent fidèles à leur source première. Donc, le mouvement. Et je me réfère à l'ouvrage, à un moment où Babacar Sine, dans son échange avec Yoro Dia, dit « Le mouvement est la forme d'existence de l'être dans le matérialisme dialectique ». Donc le mouvement. Et à un moment, un des intellectuels interviewés par Yoro dit « En 1998, nous venons de suivre la création du 34e parti politique ». Et c'était un événement extraordinaire quand il le disait. 34. Et une vingtaine d'années plus tard, nous avons eu 19 candidats à la présidentielle et plus de 300 partis politiques. Donc le mouvement permanent. Le mouvement permanent. Des partis disparaissent, des partis naissent au quotidien. Et que quand 34 est un chiffre extraordinaire en 1998, que pouvons-nous dire aujourd'hui de 300, voire de plus de 300 partis politiques? Donc le mouvement. Deuxième idée qui symbolise encore le mouvement, moi je fais partie de la génération qui a eu, disons, ses premières émotions politiques
avec le retour de Maître Wade en 1999. Je parle sous le contrôle du ministre d'État Babacar Gaye. Moi, je n'avais pas l'âge de voter en 2000, mais pour moi, pour les garçons de ma génération, il était inimaginable que le pouvoir se transmette démocratiquement. Qu'Abdou Diouf perde le pouvoir, pour moi, c'était inimaginable. Et je me souviens, j'étais un très jeune garçon, voyant le journal de la RTS, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à regarder. Le président Abdou Diouf visitait la Mecque pour les besoins de la Umrah et les autorités saoudiennes lui avaient ouvert la Kaaba. Et ma mère, dans sa gentillesse et dans sa candeur touchante, me dit « Kaaba gi mom lo fa ñaan day am ». Ma ne ko donc day ñaan pour gagner. Donc il va gagner. Donc pour nous, il était inimaginable. Donc c'était quasiment un secousse tellurique, quelque chose d'extraordinaire. Quand le lendemain du second tour, j'étais chez mon ami Iliman, qui est retourné auprès de notre créateur, et qu'on apprend à la radio, oui, Abdou Diouf vient d'appeler Abdoulaye Wade pour le féliciter. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, le pouvoir ne pouvait pas se transmettre démocratiquement. Et une vingtaine d'années plus tard, toujours autour de cette idée du mouvement, l'alternance, comme le dit souvent Yoro dans ses interventions, est devenue la respiration naturelle de la démocratie sénégalaise. Et le mouvement toujours. Ce qui s'est passé entre février et mars 2024, nous n'allons pas revenir sur les péripéties, mais nous montre encore une fois la puissance de la démocratie, mais aussi la force du mouvement, qui est finalement la forme de l'existence dans la société, dans le matérialisme dialectique, pour reprendre Babacar Sine. C'est-à-dire que des personnes qui étaient entre les liens de la détention, 10 jours plus tard, sont élues, une semaine plus tard, sont installées aux fonctions les plus hautes dans la plus grande démocratie d'Afrique. C'est extraordinaire. Donc, toujours le mouvement. Mais le mouvement, cher Papa Lune, chers amis, ne se fait pas seulement en avançant. Le mouvement, il peut être aussi à reculons. Et je vais citer deux choses très rapidement. Le Sénégal est un des auteurs, Yoro, la drogue a bousillé mon cerveau, donc je ne peux plus dire exactement qui a dit quoi, parce que tu m'as appris à fumer du chanvre indien. Un des auteurs dit: le Sénégal était la terre à accueillir des bureaux du SWAPO, du FRELIMO, de l'OLP. Nous avons donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat. Nous avons accueilli tous les mouvements de libération, tous les mouvements nationalistes à l'époque, autour de la figure du président Senghor, autour de la décision du président Senghor. Mais désormais hier soir très tard, j'ai appris la triste nouvelle que notre ami mauritanien, combattant pour les droits, pour les libertés, a été prié gentiment de cesser ses activités, voire de retourner dans son pays. Ce n'est pas le Sénégal que nous connaissons, ce n'est pas le Sénégal que nous voulons, ce n'est pas le Sénégal qui est digne et fidèle à cette grande histoire de soutien et d'accompagnement des luttes. Le mouvement aussi, pays de synthèse, pays des compromis dynamiques, pays de Christian Valentin, pays de Jean Collin, est devenu finalement, malheureusement, et il faut le souligner, le pays de France dégage. Le mouvement, Papa Lune, le mouvement. Mais le mouvement est comme la jeunesse, il n'est pas toujours porteur d'espoir. Et j'ai utilisé le mot mouvement et non le progrès. Donc le mouvement, il se fait dans un sens, il peut aussi se faire dans le sens inverse. L'autre chose qui m'a aussi marqué dans la lecture, c'est cette idée forte de praxis dans tous les entretiens. La jonction, l'alliage, voire l'alliance entre la pensée et l'action. Et j'en reviens toujours à Babacar Sine, marxiste-léniniste total, ancré dans le matérialisme dialectique, qui à un moment donné fait un pas de côté et se descend et rejoint Alioune Ndoye et Maître Aïssata Tall Sall autour de cette belle idée du socialisme démocratique. Le décentrement, et il allie la pensée à l'action, philosophe qu'il était, membre du Parti communiste français, qui était très suspicieux d'ailleurs de mai 68, parce que c'était considéré un peu comme une agitation de gauchistes complètement pervertie. Et à un moment donné, il dit: je ne suis pas dogmatique, je ne reste pas enfermé dans des cases, je bouge, je dynamise ma pensée et je rejoins le socialisme démocratique parce que je suis convaincu désormais que l'économie de marché est irréversible et que la liberté, la démocratie sont des absolus à sacraliser, à défendre et à valoriser. La praxis.
Djibo Leyti Ka crée le renouveau, l'Union pour le renouveau démocratique à partir des secousses des courants au sein du Parti socialiste. Et dans son interview avec Yoro Dia, il développe cette idée de socialisme démocratique et il y va en profondeur. Et on voit, quand on retourne au titre, il n'est ni philosophe, ni homme de lettres comme Jean Papaline, il est économiste. Donc quelqu'un qui a le nez sur les chiffres, le nez sur la réalité, mais qui pense son action politique à partir de sa réalité, parce qu'il parle du monde rural, il parle des faibles, des opprimés, il parle aussi de tout ce grand peuple des déshérités sénégalais. Donc, à partir de sa réalité d'homme d'État qui a conçu, qui a contribué en tout cas à la conception de tous les plans économiques de développement depuis Senghor, il s'élève aussi au niveau d'une pensée philosophique sur la gauche. La praxis toujours, notre ami Dr Diallo Diop, qui lui nous pose quelque chose d'essentiel. Dr Diallo Diop parle de la gauche en disant que c'est eux la gauche. On dit oui, le PS, il dit non, ils sont de droite. Oui, non, ça c'est, ils sont de droite. Oui, il dit non, ils sont de droite. De toute façon, c'est des vulgaires gens de droite, etc., qui ont trahi les masses, le peuple, etc., même s'ils s'en défendent. On dit oui, le renouveau. Il dit bon, oui, mais Abdoulaye Bathily et Landing, on dit que non, 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 Djibo ne peut pas rentrer. Il dit non, 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 Djibo a trahi ses idéaux pour nous rejoindre. Donc nous, on le prend parce qu'il est de gauche. Donc, Diallo Diop, médecin, homme politique, aujourd'hui qui sert à la présidence de la République, donc dans les arcanes du pouvoir politique, mais qui est aussi un homme de pensée, un homme de rigueur, un homme attaché aux idées et à la pensée transformatrice. On peut être d'accord ou pas. Donc cette idée de la praxis, que l'on ne retrouve plus, et ça je me retourne vers mon grand frère Abdoulaye, qui brosse quand même quelque chose de très essentiel. Le niveau du débat politique sénégalais, le niveau du débat public sénégalais, parce qu'il n'est pas seulement politique, c'est le niveau du débat public sénégalais qui est quand même assez désastreux, voire plutôt affligeant. Mais cher Abdoulaye, à l'attention de nous tous, en tout cas de mon point de vue, on peut reprocher effectivement aux journalistes des responsabilités, on peut reprocher des mêmes choses aux chroniqueurs, mais est-ce que les journalistes et les chroniqueurs peuvent commenter autre chose que les hommes politiques n'ont pas dit? Est-ce que ce ne sont pas finalement beaucoup de nos hommes politiques qui sacralisent au quotidien le fait divers? Est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, qui à chaque fois qu'ils prennent la parole, se soucient, comme on dit dans le hip-hop, de la punchline, se soucient de la petite vidéo qu'on va couper pour la mettre sur TikTok, et que finalement, ce sont des propulseurs, des défricheurs et des embrayeurs de faits divers dans la société. Un journaliste m'a appelé récemment pour me demander de commenter les propos d'un tel. Et je lui ai dit, moi, désolé, monsieur le journaliste, vous êtes très, très sympathique au demeurant, et très correct, mais moi, je ne commente pas les faits divers. Un tel a dit ça, et j'invite surtout les hommes politiques et surtout ceux qui sont en responsabilité d'être à la hauteur des fonctions qui sont les leurs, à la hauteur de notre belle et grande histoire dont je viens de citer quelques épisodes, et à la hauteur du moment, et à la hauteur surtout de là où peut-être pourrait aller notre pays au regard du contexte géopolitique, c'est-à-dire de parler d'économie, de parler de questions de société, des questions des femmes. Et c'est le seul reproche que je ferai à Yoro Dia, deux reproches, l'un des deux, de carrer des droits des femmes. Mais les hommes politiques, s'ils parlent effectivement de faits divers, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, je suis fâché, je suis vexé, les gens, etc. Bon, écoutez, je suis désolé, les chroniqueurs, les journalistes ne vont pas inventer de la matière, ils vont commenter ce que les hommes politiques disent, et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, parlent de faits divers. Et j'en viens, parce que je l'avais réservé à la fin, mais je vais dire tout de suite aux deux choses très rapides que je reproche à Yoro. D'abord, la première, je l'ai mentionné dans la préface, malgré ses dors tcharoyois, Yoro est un indécrottable libéral et cela me chagrine. Cela me chagrine parce que tout est conçu chez Yoro pour être un homme de gauche et le rester. Je parle sous le contrôle du professeur Badia. La deuxième chose que je lui reproche, c'est que sur les 30 intervenants, il y a une seule femme, le professeur Pendambo. Et je ne sais pas si c'est un choix, à partir en tout cas, c'est un choix personnel, ou bien est-ce que c'était les entretiens qui étaient disponibles et que les autres peut-être n'ont pas pu être gardés dans les archives.
mais c'est quelque chose auquel peut-être il faut veiller, parce qu'il y a 29 intervenants et une seule intervenante, le professeur Perdombo. Toute dernière chose, je commence à être long, que j'ai retenu parmi d'autres, c'est que tous les intervenants dans le livre, hommes politiques, intellectuels, parlent quand même de quelque chose d'essentiel, la laïcité. Et j'ai l'impression qu'en posant les bases de la République, en tout cas en faisant une conversation publique, comme c'est le cas depuis quelques années, on parle beaucoup de République, de l'État, de la nation, on a tendance parfois à ignorer la laïcité ou un peu à considérer que ce n'est pas très important. Et nous avons eu des coups de semonce ici, et nous avons à nos frontières des gens qui se sont levés pour s'en prendre à la laïcité. Donc il est important de sacraliser la laïcité dans le sillage des entretiens que Yoro nous fait lire. Parce que c'est quoi la laïcité, entre autres? C'est la neutralité de l'État par rapport au culte, mais c'est aussi le rempart de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas face à toute forme d'absolutisme. Même dans le Coran, il est dit « La ikraha fid-din », nulle contrainte en religion. Donc qui sommes-nous, hommes de chair et de sang, pour décider qu'il faut contraindre les gens à exercer ou pratiquer quelque religion que ce soit? Et je le mentionne et je le dis toujours, même si c'est un débat un peu glissant pour un homme politique, il faut que j'apprenne un peu, et je compte sur Tata, etc. Je dis toujours ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, parce que dans le pays vivent effectivement des gens qui croient comme des gens qui ne croient pas et qui sont des Sénégalais d'égale dignité. Et je finis, Yoro parle de freedom of religion et freedom from religion, la conception de laïcité de la France et celle des États-Unis. Et il dit que le Sénégal, la conception sénégalaise est une voie médiane. Moi, je suis d'accord avec lui, même si je dis que ce sont les Français, depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui, sous les coups de boutoir de l'extrême droite et de certes une forme de gauche qui se dit républicaine universaliste, qui veulent faire dévier l'idée de laïcité. Mais à la base, avec la loi de 1905 française, la laïcité sénégalaise se rapproche beaucoup de la laïcité initiale française votée en 1905 à travers une loi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La loi de 1905 en France tranche un débat épique, virulent, entre Émile Combes et Aristide Briand. Émile Combes était pour une conception rigoriste de la laïcité. D'ailleurs, on appelle ça les laïcards, qui ne veulent absolument pas entendre de la religion. Et dans la filiation de celles et ceux, surtout ceux qui avaient égorgé les prêtres durant la Révolution française, notamment chez les Chouans, les Fouchés, etc. Et Aristide Briand était pour la conception haute, c'est-à-dire l'État ne finance et ne reconnaît aucun culte, mais l'État accepte que tout un chacun puisse vivre sa religion, quelle qu'elle soit. Et cette idée, elle a été dévoyée par les Français il y a une quarantaine, 30, mais surtout depuis 2007, disons. Mais la laïcité sénégalaise, c'est que les gens qui croient, comme disent mes amis sérères, les gens qui ne croient pas, puissent cohabiter dans le même espace géographique. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que dans le tournant civilisationnel qui se préfigure et qui se configure, le Sénégal a des choses à montrer au monde. Je vais conclure, cher Papa Lune, pour dire que cette assemblée aujourd'hui consacre deux choses qui sont à l'apparence contradictoires, mais qui se recoupent et qui se touchent. C'est d'abord la défaite de Senghor et sa victoire en même temps. La défaite de Senghor, parce que pour moi, c'est le premier Sérère éveillé, et peut-être c'est le seul d'ailleurs, avec mon ami Mohamed Mbougar Sarr. Mais aujourd'hui, avec ce présidium, avec Tata Aïssata Yoro et le professeur Diop et moi-même, Senghor est vaincu. Aujourd'hui, il est établi, docteur Samba Faye, que les Pulaars constituent la centralité de la pensée et la pierre angulaire de la réflexion dans notre pays. Ce débat, je ne peux plus en entendre parler. Et si vous permettez, professeur Diop, d'autorité, je déclare que la victoire est acquise. Mais deuxième chose, et je finirai peut-être là, c'est aussi la victoire de Senghor, parce que aussi Halpulaar que nous sommes, aussi imbibés dans les racines foutanké que nous sommes, aussi nous citons quand même Senghor qui disait dans un vers très connu que les Lamentins reviennent toujours boire à la source. Je ne peux pas finir, mes chers amis,
sans quand même dire une chose à l'attention d'un ami qui m'est très cher et qui est aussi très cher à Yoro Dia, je le sais, c'est Moustapha Diakhaté. La dernière fois que je lui ai parlé, il était en train de lire les 2 ouvrages de Yoro Dia. Moustapha m'a dit que personne ne vienne me voir, je consacre mon temps à la lecture et à la pensée. Je ne peux pas être ici et commenter les 2 ouvrages de Yoro Dia sans penser à mon ami Moustapha Diakhaté qui est en train de lire ces ouvrages. Et à travers Moustapha Diakhaté, l'Assemblée ne sied pas à ces types de considérations, mais je pense à tous les autres qui sont aujourd'hui dans les liens que nous savons. Je vous remercie. Je rends la parole à Maître Aïssata Tall Sall. On ne lui donne pas la parole à Maître Sall, on la lui rend. Je vous remercie.